Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce quintet à deux violoncelles de Schubert? Il a qu'il va être véritablement, on pourrait dire, une des premières grandes œuvres romantiques dans lesquelles Schubert va donner tout ce qu'il a de sa vie. Il l'écrit en septembre 1828, c'est-à-dire 2 mois à peu près avant sa mort. Il sent que ses forces l'abandonnent. Il sent que ça ne va pas bien. Il était bien malade. Hein. Il avait une santé très précaire. Et il va un peu mettre ça dans sa musique. D'ailleurs, il va mettre ça dans sa musique, pas uniquement dans cette pièce-là, mais dans tout ce qu'il a composé dans ces mois qui précèdent sa mort. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de réflexions d'un homme, d'un artiste, sur sa vie, qu'il va mettre en musique. C'est-à-dire qu'on va donc avoir des doutes exprimés en musique, des souvenirs, et puis aussi tout ce qui fait la vie d'un homme, qui sont autant les joies que les peines. Alors, qu'est-ce qui fait que cette œuvre, elle est particulière? D'abord, parce qu'elle va contenir des éléments qui sont assez remarquables. Et puis, comme toujours, la difficulté lorsqu'on compose une œuvre, c'est un petit peu même que lorsqu'on écrit un roman, c'est bien gentil d'avoir une jolie histoire dans la tête, d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, mais comment on va le coucher sur le papier? Comment on va organiser nos idées pour que le lecteur ou l'auditeur comprenne bien ce qu'on veut dire? C'est là que ça commence à se corser. Alors déjà, pour commencer, il ne va pas tout à fait faire comme tout le monde. Normalement, à cette époque-là, lorsqu'on écrit une grande œuvre de musique de chambre comme ça, on a quelque chose de plutôt assez affirmé, dès le départ, qui met l'auditeur dans de bonnes dispositions pour écouter la suite. Lui, dès le début, il va nous faire quelque chose qui va semer un peu le doute chez vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement tout de suite une mélodie avec un accompagnement ou quelque chose comme ça, ou comme on a pu le voir le mois dernier, une formule d'accompagnement qu'on retient, puis ensuite on a la mélodie qui va avec. Non, ça commence de rien. Ça commence du silence. Le son va petit à petit naître des 5 instruments, et on verra qu'il terminera l'œuvre en entier à la toute fin de l'œuvre de la même façon à l'inverse. Donc la boucle étant bouclée, on commence du silence. Vous allez dire que la musique naît du silence, c'est un peu une évidence, mais quand même, ici, c'est comme ça qu'il choisit de commencer son œuvre. Voilà comment il commence. C'est-à-dire qu'on a une note qui enfle au niveau de la puissance sonore et puis qui revient plus faible, et puis une petite mélodie qui émerge au violon, ici accompagnée par les autres. Est-ce que vous avez remarqué que notre ami Alain a refusé de jouer au début? Non, il n'a pas refusé, mais Schubert lui a demandé de ne pas jouer au début. Donc voilà notre Schubert qui écrit un quintet à cordes et qui commence d'abord par nous faire jouer un quatuor. Alors à quoi ça sert d'avoir un quintet si c'est pour jouer un quatuor? En fait, par là, il va déjà nous montrer que tout l'intérêt de réunir 5 instruments, c'est justement les différentes combinaisons qu'on pourra avoir entre eux, et que non seulement il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps les 5 instruments qui jouent ensemble, mais surtout, ce serait d'un banal d'avoir tout le temps 5 instruments ensemble. Alors, il fait donc jouer simplement le quatuor à cordes. Bien sûr, ce que vous venez d'entendre, il va vous le faire réentendre aussitôt après. Et cette fois-ci, ce n'est pas le deuxième violoncelle qui va supprimer du discours, mais c'est le premier violon.
C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que au niveau de la texture sonore, vous avez déjà senti quelque chose de différent. Ici, on a eu quelque chose qui était forcément un petit peu plus avec des sons graves. Donc ça vous a touché différemment, même si la mélodie était à peu près la même. Ce qui, de cette façon, Schubert vous dit, voilà un petit peu comment ça va se passer, toute la palette sonore à laquelle vous allez avoir droit. Maintenant, il va jouer avec les rôles différents de chaque instrument, parce que 5, c'est plusieurs combinaisons possibles. Ça peut être 5, ça peut être 4 plus 1, ça peut être 1 plus 4, 3 plus 2, 2 plus 3. Ça fait beaucoup de différences dans les choix des instruments. L'un va à un moment donné avoir tel rôle, puis ils vont échanger les rôles, et puis on va avoir des constantes. Beaucoup de choses vont se passer autour de Chloé, qui est un petit peu le pilier, l'alto, qui est un peu le pilier du quintet, puisque de temps en temps tourné vers les violons, fréquences aiguës, de temps en temps accompagnant plutôt les fréquences graves. C'est tout l'intérêt de l'alto, et Schubert sait manier ça très très bien. Alors comment il va continuer son discours? En essayant de vous donner un aperçu de tout ce qu'il va y avoir, comme si on plantait un petit peu le décor. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette œuvre? Je vous ai dit beaucoup de lui, beaucoup de ses impressions, beaucoup de ses interrogations, et une progression. Alors on va avoir cette progression, c'est-à-dire de la musique qui commence par pas grand-chose, comme vous avez vu, et qui va se développer, qui va progresser, aussi bien dans le rythme que dans la nature même du son, et que dans le volume du son, jusqu'à un éclatement. Cet éclatement, c'est quoi? C'est tout ce que vous aurez dans l'œuvre qui correspondra aussi bien à ses joies qu'à ses plus grands désespoirs. Alors on commence cette progression, petit à petit. Ça monte, et ça éclate. Voilà, merci. Et ça continue comme ça, cette espèce de chose très volubile, très conquérante. Ça va être une bonne partie de notre œuvre. Et puis, une fois qu'il vous aura fait entendre ça, qu'il vous aura préparé à tout ça, nous voici dans le cœur même de la musique de Schubert. Et la musique de Schubert, sa particularité, et la particularité de Schubert, chaque compositeur a des points forts, des points faibles, comme chaque peintre, comme chaque écrivain. Schubert, son très gros point fort par rapport à tous les autres compositeurs, c'est d'être capable de créer des mélodies absolument magnifiques. Ce qui est loin d'être le cas pour un compositeur comme Beethoven, par exemple, qui a souvent des mélodies peu originales. Mais le grand point fort de Beethoven, c'est qu'avec quelque chose de pas très original, il sait en faire quelque chose de merveilleux. Donc c'est vraiment un vrai génie de composition. Beethoven, il se dit, oh tiens, je vais mettre un sol, qu'est-ce que je vais mettre après? Bon, pourquoi pas un sol? Encore un sol. Je vais mettre après, bon, bah, allez, un sol. Voilà. Et puis, bon, allez, cette fois, on va changer, et ça fait... Et ça fait... Voilà. 2 notes pour faire une symphonie. Schubert, lui, non. Schubert, lui, il a cette particularité d'avoir cette invention mélodique, de nous faire de tellement belles mélodies. Alors, évidemment, on va avoir ça à un moment donné. Et on a dit que c'était une des plus belles mélodies qui avait jamais été écrite. Et alors, surtout, maintenant, on va avoir ces 2 violoncelles qui jouent ensemble. Alors, c'est quoi son idée? La première idée de Schubert, c'est une idée mélodique. Cette idée mélodique, c'est celle-ci. Qui est déjà une très belle mélodie, qui a de la longueur, qui tient, qui a du soutien. Le génie de Schubert, c'est d'avoir inventé une deuxième mélodie qui va avec, qu'on pourrait appeler un contre-champ. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, Alain va jouer ça. C'est presque pareil.
Ça se ressemble, pas complètement. Il y a souvent des mouvements contraires. Et en musique, si vous voulez créer de la tension, il faut écrire des mouvements contraires. C'est-à-dire que quand l'un va vers l'aigu, l'autre voix va vers le grave. Et elles se rejoignent. Et puis, surtout, quand il y a des pauses, puisque dans la mélodie, il y a des moments où des notes sont tenues, plus longues que d'autres, pendant le moment où une note est tenue, l'autre va venir jouer quelque chose qui fait qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Si on met les deux en même temps, ouais. Alors ça, effectivement, c'est une belle trouvaille. C'est joli comme mélodie, non? Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, quoi faire avec cette mélodie pour la rendre encore mieux? Ah ben, pas grand-chose, en fait. Un tout petit quelque chose. C'est comme les très bons cuisiniers qui vont vous faire quelque chose de très simple et il y a juste une petite pointe de fleur de sel et d'un petit peu de poivre juste pour que ça soit formidable. Pas besoin de noyer sur des kilomètres de sauce. Et ben c'est pareil. Ici, on a une sauce extrêmement légère, la Schubert. Juste un petit pitch de l'alto. C'est discret. Et puis, un tout petit quelque chose des violons. Alors, vu comme ça, on peut se dire, bof, je vois pas bien ce que ça va ajouter, comme toujours. C'est l'association des goûts qui est intéressante, c'est quand on met tout le monde ensemble. Alors, cette petite chose que vous venez d'entendre et qui vous a charmé, parce que c'est très doux, en fait. La particularité de cette mélodie, c'est qu'elle est longue et c'est très doux. Vous allez évidemment avoir envie de la réentendre tout de suite, ce qu'il ne va pas manquer de faire. Simplement, cette fois-ci, il va échanger les rôles. Au lieu de la donner aux deux violoncelles, il va la donner aux deux violons. Et les rôles vont maintenant se partager ici, entre les pids et le petit accompagnement. Les deux violons. Alors, l'intérêt de tout ça, encore une fois, il est assez subtil. C'est-à-dire que c'est sur la texture sonore qu'il va vous interpeller. Tantôt quelque chose qui est plutôt dans les sonorités graves, bien que les instruments ne soient pas utilisés dans leur registre vraiment grave. C'est tout l'intérêt. Et tantôt dans le registre aigu des violons. Je vous ai parlé au début de l'œuvre qui allait faire 50 minutes. On a un premier mouvement qui dure 10 minutes. Si vous voulez soutenir l'attention d'un public pendant 10 minutes, il va falloir trouver de bonnes idées pour pas qu'il pique du nez au milieu. Et cela, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une mélodie que vous avez très envie de réentendre, il va vous la faire réentendre toujours d'une façon un peu différente. Et puis cette mélodie qui va évoluer, maintenant il va mettre d'autres choses dans son mouvement, il va faire avancer la musique, mais vous allez la retrouver à un autre moment, forcément. Dans cet autre moment où il va vous la faire réentendre, il va reprendre le jeu des instruments plutôt dans le médium grave. Cette fois-ci, ça ne sera pas les deux violoncelles comme au début, mais ça sera le violoncelle qui jouera toujours la mélodie, et cette fois-ci, le contre-champ ne sera pas fait par le deuxième violoncelle, mais par l'alto. Vous allez me dire, quel intérêt, pourquoi ne pas avoir fait comme la première fois? Pour la couleur du son.
justement. C'est que la couleur de son d'un alto est assez différente de celle d'un violoncelle de par sa facture, en fait. Et vous allez percevoir les choses différemment. Lorsqu'on met les deux ensemble, et il y a une autre chose, mais que vous n'avez peut-être pas identifiée tout de suite, ce qui est normal. C'est qu'il y a une petite astuce et qui donne encore plus de couleur et du côté suave de cette musique. C'est qu'en fait, normalement, lorsqu'on utilise un instrument, on l'utilise pour ses propriétés. C'est-à-dire un instrument grave, on le fait jouer dans le grave, un instrument aigu, on le fait jouer dans l'aigu. La logique voudrait que le violoncelle étant un instrument plus grave que l'alto, la mélodie soit plus grave. Et en fait, c'est l'inverse. La mélodie au violoncelle est plus aiguë que la mélodie à l'alto. Il a inversé les rôles pour donner cette particularité sonore, et ça, c'est quand même très finement fait. Beaucoup de compositeurs, après lui, utiliseront ce procédé d'inverser les particularités de chaque instrument pour aller chercher justement une couleur sonore très particulière. Alors, notre Schubert, il va jouer avec toutes ces différentes mélodies, faire évoluer sa musique dans ce grand premier mouvement, et puis on va arriver au deuxième mouvement. Alors le deuxième mouvement, là aussi on est sur quelque chose de très très particulier. D'abord parce qu'il dure 15 minutes, et ça s'était jamais produit. Je crois que peut-être Beethoven, dans l'opus 132, a un mouvement lent qui fait presque 15 minutes, je crois. En tout cas, c'est l'impression ressentie. C'est un peu comme dans les... C'est ça, c'est comme la température. C'est ça. Donc, alors un mouvement lent de 15 minutes, là, il y a grand risque d'endormissement du public. Donc, il va falloir inventer quelque chose de nouveau. Là encore, on ne part pas sur une mélodie avec un accompagnement aussi belle soit-elle, mais quelque chose de tout à fait nouveau. Cette chose nouvelle, c'est qu'en fait, il va réussir à créer une impression de suspendre le temps. Et ça avec un procédé qui est assez particulier. Schubert écrit de très belles mélodies. Et Schubert a écrit, parmi les très belles mélodies, très lentes, très introspectives qu'il a créées, la célèbre mélodie du trio avec piano, que vous connaissez tous. Le fameux Barry Lyndon. Vous pouvez chanter avec moi, hein. Allez, courage, on n'a pas encore fini. Parce qu'elle est longue, cette mélodie. Petite respiration. Voilà. Et on recommence. Allez. Et là, vous avez compris que la mélodie était arrivée à sa fin. La particularité, c'est que même si elle est longue, cette mélodie, ça dure à peu près 45 secondes, vous avez bien réussi à identifier le début, la progression, le milieu et la fin. Là, dans le quintet, Schubert, il va faire bien différemment. D'abord, il n'utilise que ces trois instruments. Un violoncelle, un alto, un violon. Il y a une autre petite particularité. Lorsqu'Alain a joué la mélodie du trio, tu peux nous rejouer le début, s'il te plaît? Vous avez identifié ce qu'on appelle une pulsation. Très rassurant, la pulsation, ça fonctionne avec le battement cardiaque, la pulsation. Plus vous avez une pulsation qui est proche du battement cardiaque, plus c'est relaxant. Plus c'est lent, plus vous détendez. Plus c'est rapide, plus ça vous agite. Mais il y a des limites, comme au corps humain. Si vous allez trop lentement, vous ne percevez plus de pulsation. Et si vous allez trop vite, vous faites de la tachycardie.
Et ici, eh bien, Schubert, il nous fait une mélodie dans laquelle il est tout à fait impossible de percevoir la moindre pulsation. Mesdames. Très bien. Et ça n'est que le début. Il va lui aussi terminer sa mélodie, comme l'a fait tout à l'heure Alain avec la mélodie du trio. On peut prendre juste la fin de la mélodie? Oui. Avec vous? Oui. 14. Voilà comment il termine, et vous allez bien identifier que ça se termine. 14. Là, vous avez bien identifié la fin de la mélodie, sauf qu'entre le début de la mélodie et la fin, il s'est écoulé plus de 3 minutes. Et votre cerveau n'est pas capable d'identifier la construction de la mélodie sur un temps aussi long. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vous allez décrocher, mais c'est le but du jeu. C'est-à-dire que vous n'allez plus chercher à identifier la mélodie pour la retenir, vous allez vous laisser porter par ce son. On a dit que avec cette mélodie qu'elle était entre ciel et terre, que c'était une façon de suspendre le temps un instant. Oui, parce que non seulement ici c'est extrêmement lent, piano, et il y a juste un petit commentaire, alors là aussi, mais 3 fois rien, pour le violoncelle. C'est minimaliste. Pour le violon, c'est-à-dire juste un petit commentaire extrêmement discret. Et comme toujours, avec les génies, ce qui est fabuleux, c'est que ça fonctionne quand tout le monde est ensemble. Et le temps se suspend. Et ainsi de suite, elle n'est pas finie encore, cette mélodie. En fait, le but de Schubert, c'est de vous emmener dans ses pensées. Pour ça, s'il veut que vous essayiez de l'accompagner un peu dans ses interrogations, pour lui qui est à la fin de sa vie et qui sent qu'il va mourir, c'est qu'y a-t-il de l'autre côté de la rive? Alors pour ça, il faut être détaché des choses terrestres. Il faut planer un petit peu au-dessus, et c'est un peu le LSD avant l'heure, on pourrait dire.
On plane vraiment en écoutant cette chose comme ça, qui est longue, qui est longue, qui est longue, qui est longue. Probablement qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre tête pendant tout le moment où cette musique a été jouée. Et c'est bien un peu le but du jeu. Ça va durer longtemps. Ensuite, ça sera encore plus dépouillé. On n'aura même plus le violon qui fait son petit commentaire. Lui aussi, le violon ne fera que quelques petits pistes de rien du tout pour aller encore plus loin dans le dépouillement et plus loin dans cette suspension. Et comme toujours chez Schubert, eh bien, il y a le pendant, c'est-à-dire le souvenir de ce qui a fait une partie de sa vie, en grande partie quand même avec pas mal de malheur. De malheur et de colère, avec un peu d'injustice. Alors, une fois que cette mélodie va être vraiment terminée, eh bien, on va avoir un trille de tout le quintet qui va déboucher sur un cri de rage effroyable. On est à l'opposé, là. Là, on est vraiment dans la colère de Schubert. Alors, comment il a fait pour vous faire ressentir cette chose, pour vous remuer à ce point? D'abord, une espèce de cri de désespoir. Alors là aussi, utilisation ingénieuse du violoncelle et du violon qui vont jouer à un intervalle d'octave qui va renforcer cette chose. Cette mélodie violon-violoncelle, on peut la voir, qui est un cri de désespoir, vraiment. Merci. On sent vraiment cette puissance, les notes sont tenues, elles sont fortes, il y a de l'énergie, il y a vraiment quelque chose, ça sort des tripes, vraiment. Pour créer cette impression d'orage, on a besoin de rythme maintenant. Et alors, si possible, ce qu'on appelle en musique, dans notre jargon, un rythme de syncope. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que vous allez vous épanouir, ça veut dire que l'accentuation, elle est à côté de la pulsation pour donner un heurtement, comme quelque chose qui est heurté. Voilà. Et elles y mettent toute la rage qu'elles ont, et c'est très bien parce qu'il faut en avoir. Et un petit commentaire dans la même veine du violoncelle maintenant, qui rajoute une couche. Pour le coup, vraiment bien dans le grave, grave, grave de l'instrument. Ce qui fait que quand vous avez tout ensemble, encore une fois, finalement, vous vous rendez compte que la mélodie ne va pas tellement sortir de tout ça parce que ça produit beaucoup de sons quand même. L'alto, le second violon plus le violoncelle produisent beaucoup de sons. Donc on ne va pas avoir deux niveaux sonores bien distincts, mais vous allez très fortement ressentir cette passion, cette rage. On peut refaire encore tout ça directement dessus. Ça, c'est aussi du génie, d'avoir réussi à agencer les choses de cette façon-là. Ça va durer un bon moment, cet épisode,
quand même très, très orageux. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Schubert. Dans ses dernières sonates, et notamment dans les mouvements lents, ça commence par quelque chose de très méditatif, parfois très élégiaque, et au milieu, il y a une espèce de déferlement, de puissance, de colère, de tout ce qu'on veut, qui est particulier vraiment à Schubert et à ce qu'il a ressenti dans sa vie. Bien sûr, ça va se calmer. Bien sûr, on va retrouver ce côté temps suspendu à la fin du mouvement, et on aura bouclé la boucle, et 15 minutes seront passées pour vous sans que vous en rendiez compte. Dans son œuvre, il va quand même falloir continuer le chemin, et ça passe par un troisième mouvement. Alors, les troisièmes mouvements, à l'époque, c'est ce qu'on appelle un scherzo. Ce sont des choses qui sont souvent amusantes, hein. Ça vient de scherzare, ça veut dire en s'amusant en italien, et donc ce sont des choses plutôt légères, plutôt... Eh bien, comme d'habitude, il ne va pas faire tout à fait pareil. Il va faire quelque chose de plutôt conquérant, de plutôt assez rustique, mais avec beaucoup d'énergie. Merci. Voilà, exactement le genre de choses qui n'est pas très habituel dans les scherzos de cette époque-là et qui va vraiment vous sortir complètement de là où vous étiez. Mais comme toujours chez Schubert, on a encore du contraste. C'est-à-dire qu'au milieu de ce mouvement, de nouveau, on va avoir quelque chose de sombre qui arrive. On n'y échappe pas avec Schubert, finalement. Il nous rappelle que la vie n'est pas toujours si facile que ça. Et donc, au milieu de ce mouvement, eh bien, d'un seul coup, ça se calme. Et là, on a quelque chose de triste qui arrive. Et juste après ça, une très jolie mélodie qui sort de tout ça et qui nous rappelle, Schubert jouait beaucoup sur les souvenirs. C'est probablement un souvenir de ces belles choses qu'il a vécues dans sa vie, mais qui sont loin aujourd'hui. Et Schubert a probablement mieux que personne su évoquer les souvenirs en musique, le souvenir qu'on peut avoir dans sa vie, de ces beaux moments qu'on a vécus. Il y a les souvenirs des mauvais, mais il y a aussi les souvenirs des beaux. Bien sûr, l'énergie va revenir, la fin, parce qu'on a toujours une boucle qui est bouclée chez Schubert. On commence avec de l'énergie, on a les souvenirs qui arrivent, on a un petit peu une larme qui arrive, et puis on revient à l'énergie. Et puis on va finir avec l'énergie. On va finir avec un dernier mouvement qui est... Alors lui, on va dire qu'il est plutôt comme quelque chose, pour une fois, qui est un peu à la mode à l'époque. C'est cette fameuse musique hongroise qu'aimaient tant les Viennois, qui ont fait que Schubert a écrit des mélodies hongroises et des divertissements à la hongroise, que Brahms écrira des danses hongroises. Ils ont tous adoré, et même Liszt, ils ont tous adoré cette musique qu'on trouvait dans l'Autriche-Hongrie de l'époque. Ils appelaient ça hongrois, c'était pas hongrois, c'était tzigane, ils confondaient les deux. Mais c'est une musique particulière qui est caractéristique notamment par son rythme. Alors, effectivement, le final de ce quintet commence sur cette chose très caractéristique, très hongroise, on pourrait dire. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça va dérouler, il y a beaucoup d'énergie, c'est très entraînant. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression de côté un peu de zigane? Encore une fois, c'est le rythme décalé, et qui, encore une fois,
est dévolue à l'alto et au second violon. Vous pouvez nous faire le début, s'il vous plaît, mesdames. Voilà, c'est toujours cette accentuation déplacée qui donne ce côté zigane. Alors, il va y avoir, comme toujours chez Schubert, une alternance de moments avec beaucoup d'énergie, et à un moment donné, tout va se calmer pour reprendre quelque chose où il va encore une fois s'interroger sur toutes les mêmes questions qui le hantent, qui nous hantent tous en fait, j'ai l'impression. Et comment conclure une pièce comme ça lorsque on a raconté tant de choses? La logique voudrait que sur un final qui commence avec autant d'énergie, ça soit conclu même après des passages beaucoup plus calmes, beaucoup plus interrogatifs, sur quelque chose qui a beaucoup d'énergie, comme était capable de le faire notre ami Beethoven lorsqu'il ponctuait une grande symphonie. On entendait des grands accords bien forts jusqu'à la fin pour que tout le monde comprenne que là c'est bien fini et on finit fort parce qu'on est dans l'énergie, c'est triomphant. Lui d'abord il choisit de terminer sur quelque chose qui n'est pas particulièrement original dans l'écriture, de façon plutôt assez rustique. Il aimait tellement ces musiques qu'il écoutait dans les tavernes, qu'on retrouve ce côté comme ça un peu rustique. Mais surtout, une fois qu'il a terminé son mouvement, voici la dernière note. Et la dernière note, elle aurait pu être éclatante, triomphante, pour que tout le monde se lève et crie bravo au dernier moment. Peut-être qu'il a voulu qu'à la fin, vous ayez une autre attitude que celle-ci. Et peut-être qu'après tout ce temps passé en musique, où il s'est passé tant de choses, vous ayez plutôt l'impression de rester sur un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que du coup, la dernière note, elle va s'éteindre comme a commencé la première. Alors voilà comment il termine. L'énergie. Et il sait que vous n'avez pas envie d'applaudir ici, mais peut-être parce qu'il ne voulait pas, justement. Merci infiniment.